à tous et bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, je suis président de Open Mind Technologies. Qu'est-ce que le podcast Pivot? C'est un podcast distribué chaque semaine dans la francophonie et qui a pour mission d'aider et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante. Donc, communément appelé un SaaS ou Software as a Service et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans leur aventure. Nous partagerons chaque semaine trucs et astuces, histoires à succès ainsi qu'également des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec un de mes collègues de longue date, Mathieu Turgeon. On va parler d'assurance qualité. Ça va faire partie d'une série de plusieurs podcasts. Donc, on va parler vraiment de tout ce qui est bug, erreur. On va parler de la loi de McConnell, du concept du 20-30-50, qui est le sujet principal de ce podcast-là. Et on va également parler des bonnes pratiques et des bons outils. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bienvenue à cet épisode du podcast qui vise à éduquer et inspirer les entrepreneurs à développer leurs idées technologiques d'une idée à un succès d'envergure. Cette semaine, on parle qualité et assurance qualité dans les développements logiciels ou les plateformes technologiques. On va parler plus particulièrement du concept 20-30-50 qui est un concept très peu connu mais qui est très important, surtout si on se met dans les souliers du client ou de l'entrepreneur qui veut développer son idée. Et pourquoi on veut parler qualité puis assurance qualité? Parce que c'est une grande frustration. Je dirais une frustration constante qu'on entend autant chez les clients, chez nous, chez Open Mind Technologies, qu'avec d'autres développeurs logiciels ou d'autres développeurs d'idées technologiques. Puis même pour les équipes à l'interne, c'est un problème qui est récurrent, puis c'est un problème qui devient très frustrant parce qu'on se dit toujours, ça devrait bien fonctionner, j'ai payé pour des lignes de code et il devrait pas avoir de problème. Donc, cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec nul autre que Mathieu Turgeon dans l'équipe ici chez Open Mind. Mathieu, bonjour Mathieu, un plaisir de te recevoir avec nous aujourd'hui. Donc, Mathieu, qui est avec nous depuis plusieurs années ici, qui a le titre de Product Owner, donc de PO, avec les certifications PSPO2 et UXPM2. Mathieu, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Première question que j'ai pour toi, Mathieu, qu'est-ce que c'est un PO? Qu'est-ce que ça mange en hiver pour notre auditoire? Et un petit peu les certifications que j'ai mentionnées. Écoute, premièrement, un PO, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de chapeaux. Mais pour être un peu plus précis, ce que la généralité, un PO doit avoir la vision d'un produit ou d'un service. C'est lui qui s'occupe de la priorisation des tâches et s'assurer que toute l'équipe s'assure d'avoir la même compréhension court terme et long terme sur le produit. Et la partie plus UX, c'est la partie expérience utilisateur. Donc, de se mettre dans la position de l'utilisateur de tout le long de la chaîne de la création de valeur du produit. Du début, avant que la solution soit implantée jusqu'à temps que l'implantation soit faite et comment lui travaille avec cette solution-là. Donc, fantastique. Donc, UX pour User Experience en bon français. Et Product Owner, donc, qui est un petit peu le propriétaire du produit. Donc, si je résume un peu, tu es un peu la voix du client pour être certain que les besoins sont bien pris du client et que c'est bien exécuté à ce moment-là en production. Si on résume rapidement, est-ce que je suis dans la bonne direction? Si j'ai discuté récemment avec d'autres VO et en fait le meilleur fusion dans d'autres projets, c'est un PO, c'est un analyse d'affaires mélangé avec un chef de projet. Donc, des fois, les rôles sont séparés, mais c'est lui qui a la compréhension affaires et la compréhension mise en application. Très bonne définition. Donc, un peu la courroie d'entraînement pour s'assurer que le projet s'en aille dans la bonne direction et que ça avance. Exactement. Merci, Mathieu. Donc, on parle assurance qualité. Qu'est-ce que l'assurance qualité? On entend quoi quand on veut dire assurance qualité? C'est quoi ta définition, selon toi, là, de l'assurance qualité dans des développements logiciels? Pour moi, en fait, l'assurance qualité, tout le monde va avoir sa propre définition, je dois le dire, d'entrée de jeu. Tout le monde, je pense, le dit en intro. Quand notre client demande, mon application, je suppose que vous avez fait l'assurance qualité. Pour sûr, oui, mais d'une entreprise à l'autre, d'une personne à l'autre, c'est pas tout le monde qui va avoir la même compréhension. L'assurance qualité, en fait, c'est l'étape où on doit valider si les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles ont été mises en œuvre selon les critères de départ. Donc, ça peut être fait de différentes manières, mais le but, c'est de vérifier si le produit a la qualité nécessaire au niveau performance, au niveau fonctionnalité, selon les critères du client, à la hauteur du budget qui était entendu aussi. Il y aura une corrélation souvent à faire directement entre la qualité et le budget. Puis ça a été déterminé dès le départ du projet pour ça. L'assurance qualité est faite de différentes manières. Il y a beaucoup de types de tests. Il me semble qu'il y a une dizaine de types de tests. J'en ai lu jusqu'à 35 types de tests différents.
Et il y a des types de tests, ils ont différents filets de sécurité pour maximiser les chances que le minimum de bugs rendus en production, en fait. Fantastique. Donc, est-ce que je me trompe si je dis que le concept, effectivement, d'assurance qualité est élastique selon le requis du client, selon le budget du client, selon la criticité, je sais pas si j'ai le bon terme en français, là, mais le niveau il faut vraiment pas que ça plante, il faut vraiment pas qu'il y ait de problème. Donc, ça va être différent si c'est la NASA qui envoie quelqu'un sur la Lune que si c'est un logiciel qui va faire un simple traitement de données qui est pas critique à ce moment-là. Donc, c'est très élastique. C'est bien Exactement. Ça. Oui, tu peux pas avoir le même niveau d'assurance qualité d'un client à l'autre, d'un produit à l'autre, parce que il n'y a pas le même niveau d'importance à ce niveau-là. Des fois, l'importance, c'est de pouvoir livrer rapidement. Dans le concept d'aujourd'hui, c'est que les applications développent rapidement, que les utilisateurs, les clients finaux évoluent au bout des attentes élevées. Ça peut arriver que le plus important, c'est de tester rapidement une nouvelle fonctionnalité dans les mains d'un utilisateur, au risque de dire peut-être que j'insère un nouveau bug, mais je veux pouvoir avoir la rétroaction rapidement. Donc, je suis prêt à vivre avec le fait que oui, ça se peut qu'on n'ait pas fait un stress test, c'est-à-dire un test de charge de 500 000 personnes qui se connectent à l'application, mais au moins je le teste, puis j'ai déjà un premier feedback, finalement, quand une personne s'en sert, on le supprime, on arrête de développer du temps là-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est flexible, c'est élastique au niveau de l'assurance qualité. On peut pas, il n'y a pas une règle standard là-dessus. Il y a des bonnes pratiques, par exemple, standards. Il y a des choses on ne dérogera pas. C'est pas à cause qu'on dit, faut pousser en production rapidement, donc on va sauter l'assurance qualité, pour sûr, non. Mais, certainement, comme je l'ai dit, si on pourra pas faire les 35 types de tests pour chacun type de client, ça serait illogique, là. Effectivement, parce qu'il y a un coût monétaire, puis il y a un coût également de délai à travers tout ça. Puis c'est ça, c'est un peu une balance entre la rapidité et la vélocité de développement versus l'idéalisme du zéro bug. Donc, il y a toujours un échange ou une balance à faire entre les deux. Fait que c'est intéressant, Mathieu, ce que tu dis. On progresse tranquillement vers le concept du 20-30-50, mais avant d'introduire le concept de 20-30-50, je dois introduire un autre concept qui fera probablement le sujet d'un podcast complet. Je vais essayer de le résumer à haut niveau, mais c'est la loi de McConnell's. Donc, on appelle le McConnell's Law. McConnell's étant une personne qui a travaillé longtemps chez Microsoft, a écrit 2 livres qui sont pratiquement des bibles au niveau du développement aujourd'hui, Code Complete et le Code Complete 2.0. Et le concept au niveau de la loi de McConnell's, c'est que pour chaque 1000 lignes de code qui est développé par des développeurs, il va y avoir un certain nombre de bugs qui va se retrouver dans ces 1000 lignes de code-là. Donc, selon les études qu'il a fait en lien avec d'autres instituts qui sont des instituts quand même assez renommés, généralement, là, l'industrie, pour chaque 1000 lignes de code, tenez-vous bien, il y a entre 15 à 50 bugs, donc 15 à 50 erreurs dans le développement qui a été fait. Ce qui est, somme toute, un chiffre qui peut paraître élevé. Toutefois, ce qu'il faut comprendre en arrière de ça, c'est que il y a différents types de bugs. Il peut y avoir des bugs qui sont des bugs de sécurité. On le voit entre autres, Windows, Microsoft et compagnie vont lancer régulièrement des mises à jour sur des applications qui parfois n'ont pas eu de nouvelles fonctionnalités depuis des années. C'est simplement parce qu'il y avait de ces bugs-là, de ces erreurs-là qui étaient cachées dans le code que les gens ont réussi à découvrir en tentant de pirater un peu les systèmes. Donc, il peut y avoir des bugs ou des erreurs de sécurité. Il peut y avoir des erreurs ou des bugs de fonctionnalité qui peuvent être soit mineurs ou majeurs. Et ce qu'on entend entre mineur et majeur, là, mineur, c'est qu'il y a moyen de contourner ce bug-là pour réussir à arriver à nos fins avec le logiciel. Majeur, c'est que on n'arrive pas, ça fonctionne vraiment pas ce qu'on a besoin de faire. Et l'autre type de bug qu'il peut y avoir, c'est des bugs d'esthétique. Donc, le visuel n'est pas correct comme qu'est-ce que ça devrait être selon les spécifications. Donc, selon la loi de McConnell's, à chaque 1000 lignes de code, entre 15 à 50 erreurs qui vont se retrouver là-dedans. Si on regarde au niveau de Microsoft, quand ils lancent leur application en test interne, il va y avoir entre 10 à 20 défectuosités par 1000 lignes de code. Et généralement, quand ils vont l'envoyer vraiment en ce qu'on appelle production, donc c'est la version de, exemple, Windows qu'on utilise ou de Microsoft Office qu'on utilise, ça va être 0.5 bugs par 1000 lignes de code, donc 1 bug par 2000 lignes de code selon les dernières statistiques qu'on a aujourd'hui. C'est possible de se rapprocher vraiment le plus possible de zéro, mais ça a un cost. Si on regarde, entre autres, ça a un coût qui peut être élevé. Entre autres, la NASA est probablement une des entités qui essaie de se rapprocher le plus possible du zéro ligne de code. Et il n'y arrive pas tout le temps. Puis le meilleur exemple, c'est, si je
de ma mémoire est bonne, la mission Apollo, quand ils ont envoyé la première fois l'atterrissage sur la Lune, il y a eu un gros bug et l'ordinateur de bord, maître de la navette spatiale qui atterrissait, s'est mis à redémarrer pour rien pendant l'atterrissage. Donc, même la NASA n'a pas réussi à arriver à zéro bug, zéro défectuosité dans son code. Et si on met ça en perspective, le nombre de lignes de code dans les applications qu'on utilise, Windows, on parle de 50 millions de lignes de code dans les dernières versions de Windows. Instagram, à peu près le même nombre, 50 millions de lignes de code. Amazon, environ 20 millions. Facebook, environ 20 millions. Twitter, environ 10 millions. LinkedIn, environ 8 millions. C'est sûr que dans le cadre de développement logiciel sur mesure, c'est rare qu'on va dépasser là, le million ou les millions de lignes de code, mais c'est pas rare qu'on arrive à plusieurs dizaines de milliers de lignes de code ou plusieurs centaines de milliers de lignes de code. Et si on multiplie ça par le ratio de bugs qu'il peut y avoir, ben ça fait qu'il peut y avoir quand même beaucoup de bugs qui sont cachés à l'intérieur de l'application. Une partie qui ne seront pas découverts jamais, une partie qui va être découverte dans le temps, une partie qui va être très visible à la mise en production au départ. Donc voilà la logique ou le concept de la loi de McConnell, ce qui nous amène tranquillement vers le concept de 20-30-50. Mais il faut mettre cette base-là en place. Il faut expliquer un petit peu qu'est-ce que l'assurance qualité, qu'est-ce que la loi de McConnell. Le dernier concept qui nous reste à comprendre, c'est quoi les étapes de mise en production quand un développeur a terminé sa ligne de code. Donc, la mise en production, c'est jusqu'à ce que l'utilisateur final puisse utiliser le logiciel pleinement. Donc, il y a plusieurs étapes qui se cachent dans ce parcours-là. Donc, Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, là, le programmeur a terminé sa ligne de code. Sommairement, c'est quoi les étapes qui se passent pour se rendre jusqu'à l'utilisateur final qui peut utiliser ce logiciel-là? Vas-y, Mathieu. Ce qui est important de savoir, c'est que d'une entreprise à l'autre, la mise en production va être très différente. Il y a très certainement des bonnes pratiques d'une place à l'autre. Je dirais, il y a comme un minimum requis que même nous, on impose maintenant que c'est plus, on donne plus le choix au niveau des environnements de tests. Pour mettre ça juste une idée générale, premièrement, on aura différents environnements. L'environnement de QA, l'environnement de UAT et l'environnement de production. QA, c'est un environnement qui est dédié pour les développeurs. Donc, le développeur va développer ses lignes de code, va le pousser sur le serveur en QA pour que lui et d'autres de ses collègues puissent le tester dans cet environnement-là qui est contrôlé. Si du moment que c'est validé, ils vont pouvoir le pousser sur l'environnement de UAT, User Acceptance Test, donc pour que justement le client et je le suggère fortement et non pas exige, la partie que des utilisateurs finaux puissent tester la fonctionnalité, puissent simuler des vrais cas d'utilisation dans l'environnement de UAT avant de pouvoir penser de le mettre en production. Et puis des fois, l'environnement de UAT, c'est les mêmes données de production, mais par contre dans une version actualisée de l'application. Puis des fois, entre le UAT et la production, il y aura aussi un autre environnement qui va être la pré-prod, qui est la version de UAT mais avec des données de prod, puis vraiment tu pousses vers la production des nouvelles données pour penser plus à on va dire appeler un soft launch. Je cherchais la version française, mais donc le soft launch pour éviter qu'il y ait des trop de surprises rendues en production. Donc, plus tu rajoutes des gates, plus tu rajoutes des tests, meilleure de chance qu'il y ait de moins de bugs en rendu en production. Mais dans tout ça, là, je parle d'une chaîne, je dirais, somme toute classique. Il y a différents pitfalls. Premièrement, l'idée de QA UAT prod, je le nomme. Donc, c'est la nomenclature qu'on s'est donnée. Mais d'une entreprise à l'autre, le QA ne pourra pas dire la même chose. Le UAT non plus. Prod, pour sûr, ça va être la même chose. Ou ça va peut-être être live. Mais UAT, QA va être différent. Donc, c'est important, c'est toujours bien important quand on rencontre une personne de s'assurer, ah oui, mais je m'attends que tu le testes en QA. Mais attends, le QA, pour moi, c'est l'équipe, là. Je n'étais pas encore dans les mains du client. Puis vous autres, vous allez pouvoir avoir en avant pour vous pouvoir le tester. Pour que si on fait des fixes, je touche pas à ce que tu fais comme test au niveau de UAT. Fait qu'on isole les environnements pour justement maximiser nos tests puis accélérer le développement pour éviter qu'un écrase une version de l'autre qui est en train de tester puis que ça nuit au niveau des tests. Mais dans tous les cas, la bonne pratique, il faut que on ait notre environnement puis que le client ait le sien pour qu'il fasse faire ses propres tests à son propre rythme aussi. Le but, c'est pas de pousser les éléments en production toujours rapidement. On peut le déployer en production directement sans passer par les gates. Mais c'est vraiment pas la partie recommandée. Ce serait juste en cas de le feu est pris en production puis on veut pousser un bug. On peut sauter par contre de différentes étapes. Dans tous les cas, la bonne pratique, c'est quand même de ramener en UAT. Ce que on peut faire des fois quand c'est un problème urgent, on va dire, j'écrase UAT avec la version de production et je teste mon fixe en UAT, qui est exactement comme la production. Puis, c'est pour mon fixe n'a pas rien brisé de manière critique. Là, on est prêt à faire une mise en production. Fait qu'il y a quand même d'autres choses, d'autres tâches qu'on peut réussir à créer ou à faire pour éviter des surprises, en fait.
Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Pour le bien de notre auditoire, on donne beaucoup d'acronymes parce qu'on baigne à tous les jours là-dedans. Là. Quand on parle d'environnement, puis corrige-moi Mathieu si je donne pas les bonnes définitions ou si c'est une définition plus simpliste. Quand on parle d'environnement, c'est simplement une copie du logiciel, dans le fond, qui peut être utilisé pour différents utilisateurs. Donc, si on résume, le premier environnement, la première copie du logiciel qui sort de nos fourneaux, entre autres chez OpenMind, c'est ce qu'on appelle l'environnement QA, qui est les initiales de assurance qualité en anglais. Donc, QA, tu me corrigeras, Mathieu, si jamais je dis pas la bonne chose. Tu es plus connaissant que moi là-dessus. Le UET qu'on a par après, c'est la copie du logiciel où ce qu'on permet au client de faire ses propres tests et d'accepter cette version-là pour finalement transférer ou plutôt copier le logiciel dans l'environnement où tous les vrais utilisateurs sont. Donc, à ce moment-là, on a un peu minimum 3 copies du logiciel qui roulent en parallèle. Et le but, c'est de partir là, dans le fond là, de la première copie puis de transférer cette copie-là vers l'utilisateur final et de faire nos tests à l'interne. Le client fait ses tests et ensuite, c'est poussé à l'usager final. On parle également de hotfix. Qu'est-ce qu'un hotfix, Mathieu, en bon français? Oui, merci de poser la question. Hotfix, en bon français, c'est un correctif urgent. Donc, moi, ce j'appelais ailleurs, des fois, c'est des 911. Donc, quelqu'un appelle, il va dire, oups, finalement, j'ai plus accès à telle page où la personne qui a essayé de faire une recherche, la recherche ne fonctionne plus. Ben, c'est prêt ou nécessaire de le déployer rapidement, je dirais, dans le prochain 24 heures. Genre, en hotfix, ça veut dire qu'on va partir de l'environnement de production, générer le correctif et le remettre dans cet environnement-là par la suite. Donc, le hotfix, c'est un correctif important et urgent à faire. Un 911, c'est une bonne... C'est une très bonne définition. Donc, si je résume dans l'ordre de fil des idées, parce que on veut parler du concept 20-30-50, mais il fallait mettre certaines bases. Il y a toujours des travaux de tests puis d'assurance qualité à faire dans les développements logiciels. Il y a toujours des bugs, un certain nombre par un nombre de 1000 lignes de code. Il y a plusieurs copies du logiciel qui va être, qu'on appelle poussé d'une étape à l'autre, d'un environnement à l'autre pour se rendre jusque dans les mains de l'utilisateur final. Souvent, l'utilisateur final voit pas ça. Exemple, quand vous allez sur Facebook, la réalité, c'est qu'il existe plusieurs copies de Facebook en parallèle et vous avez accès à une certaine copie finale, mais il y a plein d'autres versions qui roulent en arrière dans des versions de tests à l'interne, des versions bêta pour certains testeurs. Et à la fin, vous recevez la copie finale, mais vous en rendez pas compte qu'il existe plusieurs versions de Facebook en parallèle. Et maintenant, on arrive à notre fameux concept du 20-30-50. Donc, qu'est-ce que le concept du 20-30-50? Et c'est le suivant, c'est ce qu'on explique un petit peu à nos clients. C'est que nous, dans nos tests en tant que développeurs et partenaires technologiques, on a différents types de tests qu'on peut faire. Le client va nous avoir autorisé un budget en termes de temps, en termes de ressources, en termes de vélocité pour faire ces tests-là. Donc, nous, on va être capable, si on parle de tous les cas d'utilisation différents qu'on peut faire dans le logiciel, si on parle qu'il y a une possibilité de tester tous les parcours à 100%, nous, on va être capable de tester à peu près une vingtaine de pourcents de ces parcours-là. Et encore là, c'est des chiffres qui proviennent de notre propre feeling à l'heure actuelle. C'est pas une étude, une science précise, là, mais c'est juste pour illustrer le concept. Donc, les développeurs vont être capables de tester à peu près une vingtaine de pourcents des différents parcours. Ensuite, il y a le client qui, lui, connaît un peu mieux ses processus d'affaires, connaît un petit peu mieux les utilisateurs finaux et même, des fois, lui-même, l'intervenant chez le client va être un utilisateur final. Donc, il va pouvoir tester lui aussi de son côté pour essayer de voir est-ce qu'il y a des bugs apparents, est-ce qu'il y a des bloquants, est-ce qu'il y a des majeurs ou des mineurs ou des problèmes esthétiques. Donc, de son côté à lui, il est capable de tester un 30% de plus au final des différents parcours. Et quand on parle de parcours, c'est que la manière que moi j'utilise Word, par exemple, ou les endroits où je vais cliquer, c'est différent de ce que vous allez utiliser de votre côté ou ce que Mathieu va utiliser. Donc, il y a différents chemins d'utilisation dans les logiciels. Donc, le développeur, une vingtaine de pourcents des cas qu'il peut tester. Le client peut pousser ça plus loin d'un 30% supplémentaire. Donc, on a peut-être testé grosso modo un 50% des parcours, mais il reste quand même un 50% des parcours
qui n'aura pas été couvert ou qui ne seront jamais utilisés au bout de la ligne par les utilisateurs. Donc, le concept du 20-30-50, c'est que le développeur a une part de responsabilité à faire les tests à la hauteur du budget que le client lui permet d'opérer. Parce qu'on voudrait tous, en tant que développeur, qu'il y ait zéro bug, mais on est toujours limité par le budget que le client nous donne. Et c'est logique parce que le budget doit être balancé entre la vélocité de développement et le zéro bug de l'autre côté. Donc, le développeur a sa responsabilité. Le client a également sa responsabilité à faire des tests puis à confirmer son acceptabilité à pousser en production la copie du logiciel la plus récente. Et il reste toujours des bugs quand même qui ne seront pas découverts. Et c'est le cas même pour des Microsoft de ce monde qui, des années plus tard, même des dizaines d'années plus tard, il y a des parcours qui sont découverts, souvent des parcours des erreurs de sécurité que les gens veulent prendre avantage pour une question monétaire. Donc, ça l'illustre bien que même les Microsoft de ce monde, même quand ils envoient en production, donc en copie réelle pour l'utilisateur finaux, il reste des bugs et il va y en avoir et ça fait malheureusement partie d'un parcours d'un développement logiciel. Ces différentes étapes-là que le développeur doit tester, le client doit s'impliquer dans ces tests-là, c'est super important, et qu'il va quand même rester des bugs au bout de la ligne. Et c'est pas parce que le client a pas bien fait sa job ou le développeur a pas bien fait sa job, ça fait partie un petit peu de la réalité parce que si on veut arriver à zéro bug, il faudrait mettre des montants énormes en assurance qualité, ce que la NASA fait, mais même là, ils ont la difficulté à arriver à zéro bug au bout de la ligne. Je sais pas, Mathieu, tu avais peut-être un point à rajouter là-dessus. Je t'écoute. Tellement de choses à rajouter là-dessus. Premièrement, je veux juste préciser, l'objectif d'impliquer le client dans le 30%. On dit que vous allez pouvoir trouver d'autres bugs. Le but, c'est pas tant que le client doit tester pour trouver les bugs. L'objectif n'est pas de trouver les bugs que j'ai dans l'application. Puis, juste renchérir, l'idée, c'est que vous êtes dans la meilleure position pour pouvoir simuler vos cas d'utilisation. Vous êtes l'expert dans votre domaine, dans votre milieu d'affaires, et pour sûr, vous allez penser à des choses qu'on n'a peut-être jamais même discutées avant toute chose. J'en reparlais avec d'autres analystes plus tôt, et on avait toujours le phénomène qu'on veut bien faire le travail, on dit qu'on va penser tout le processus, on va penser au processus d'une création de commande. Création de commande, on va s'imaginer toujours que ça va être plutôt linéaire. Mais là, on va arriver un jour, ouais, mais ça arrive des fois que la commande est en stand-by. Ah, OK. Elle attend après qu'une autre personne l'approuve. Ah, cette personne-là, c'est qui? Ah, ben là, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais pensé. Donc, on essaie de brainstormer au démarrage du projet ou quand on commence à faire l'analyse du projet. Mais pour sûr, on le constate, il y a toujours des cas d'exception. Il y a toujours des cas que, un moment donné, la Ginette qui utilise l'échelle une fois par 3 mois, elle a besoin finalement de telle autre fonctionnalité qu'on n'a jamais discuté, qui était même que la partie prenante n'était pas au courant non plus elle-même. Donc, c'est pour ça qu'il va arriver le phénomène du 20-30-50, que les logiciels sont de plus en plus complexes et les cas d'utilisation sont de plus en plus répartis à travers beaucoup de rôles dans une entreprise, qu'il est pratiquement impossible d'imaginer qu'une seule même personne est capable d'imaginer tous les cas d'utilisation possibles. Donc, c'est pour ça que la responsabilité de penser aux différents cas, elle est partagée, de pouvoir justement de profiter de cette occasion-là des différents environnements, puis de profiter des environnements pour pouvoir simuler les différents cas et de pouvoir donner ça entre les mains de différentes personnes. Un seul développeur, un seul analyse d'affaires, un seul client ou directeur d'entreprise testerait l'application. Clairement, il va en manquer. C'est la fonction humaine, c'est prouver scientifiquement qu'une personne ne peut pas penser à tout. Souvent, dans le contexte d'un projet, on est tellement près de la solution, on veut tellement livrer une solution qui maximise ou qui est performante, qu'on veut pouvoir avoir un retour sur investissement rapidement et efficacement, qu'on oublie le chemin à droite que des fois tu as besoin d'argent. Il manque un filtre, ça peut être aussi subtil que ça. Il manque un filtre, mais sans le filtre, moi je suis moins efficace. Ah, OK, ben c'est pas nécessairement un bug, ça va être une fonctionnalité qui va être nécessaire de plus, mais ça rajoute de quoi. Puis le bug peut être en ajoutant une nouvelle fonctionnalité, peut apparaître à ce niveau-là. Et ce qui paraît aussi, c'est rajouter de la fonctionnalité, puis ça a un impact sur une autre fonctionnalité ailleurs qui n'est pas du tout visible. Il peut même avoir des facteurs externes à ce qu'on fait. Par exemple, quand nos logiciels qu'on développe, le client l'ouvre sur un navigateur, une version X du navigateur, il y a constamment des mises à jour. Et là, il peut même avoir une mise à jour qui rentre, qui fait qu'esthétiquement, le visuel est défait. Pourtant, ça fonctionnait bien quand on l'a lancé, mais le logiciel avec lequel on ouvre le logiciel, ça fait un petit peu le navigateur, dans le fond, avec lequel on ouvre le logiciel peut avoir un impact. Mais tout ce qui
vient autour. On l'a vu dans des développements dernièrement qu'on a fait pour des clients sur une gestion d'inventaire dans un entrepôt. Il y avait des scanners. Les scanners n'étaient peut-être pas nécessairement exactement les modèles qui étaient supposés d'être initialement. Donc, quand on est arrivé pour déployer, il y avait des choses, des ajustements à faire, des problématiques parce que l'équipement n'était peut-être pas exactement l'équipement qui était supposé d'être initialement parlant. Et des fois, il y a de l'équipement qui est backorder, donc on le remplace pour un autre. Fait que des fois, c'est pas juste dans le logiciel lui-même, mais c'est tout l'environnement autour, matériel et logiciel qui interagit, qui peut venir révéler des bugs à travers ou créer des bugs à travers le temps. C'est pour ça que c'est important de réfléchir le plus tôt possible. C'est quoi le contexte d'usage? C'est quoi les différentes interconnexions qu'on a besoin entre les différents systèmes ou les différentes machines aussi? Comme tu expliques, les navigateurs. Mais de moins en moins, on est dans des environnements contrôlés. On laisse... C'est la pensée BYOB, Bring Your Own Device. Donc, les gens utilisent leur propre téléphone, des fois leur propre laptop, leur propre écran. C'est pas le même contexte d'usage, c'est pas le même format. Donc, si je m'attends que toujours que tout le monde a un écran 24 pouces dans une région X, puis que tout le monde utilise Edge, ben, la réalité, si c'est une web app qu'on fait, une application faite pour le web, ben, ce sera pas tout à fait la même chose. C'est pas comme tout le monde avant, que tout le monde avait le même PC, de la même marque, la même carte graphique. Ça évolue, ça complexifie le développement. Par chance, quand même, généralement, les navigateurs se sont quand même pas mal rendus conformes. Ils nous aident énormément pour justement avoir une certaine standardisation. Mais le phénomène est quand même que ça évolue tellement rapidement que le contrôle n'est pas toujours là. Ben, des fois, ça nous aide. On profite du navigateur parce que c'est super accessible, super flexible, tu peux l'utiliser sur différentes plateformes, mais le désavantage, que des fois, tu n'as pas nécessairement le plein contrôle. Mais ça, c'est des choses qu'il faut savoir dès le démarrage de projet, de savoir est-ce que vous avez besoin d'une accessibilité ultime ou de dire je vais avoir un contrôle puis je veux que personne utilise le système dans tel autre contexte. Et puis la partie interconnexion aussi est importante, justement. Est-ce qu'il va y avoir des machines reliées au système? Et si oui, est-ce que c'est toujours la même machine? Est-ce que c'est tout le monde utilise un iPad ou des fois tu utilises un iPad 12, des fois un iPad Air, puis des fois un iPad mini? Ben, ces subtilités-là sont importantes à savoir dès le départ pour savoir justement, est-ce qu'on rajoute une phase de test dans différentes gates d'environnement? Est-ce qu'on doit rajouter un test de conformité? Est-ce qu'on doit parler à une machine, une imprimante spécifique? Est-ce qu'on doit rajouter un test de l'usabilité en fonction de l'écran? Est-ce qu'on a rajouté un autre type un test de sécurité parce que c'est une application qui est accessible juste à l'interne ou au contraire qui est accessible de l'externe? Donc, en fonction du contexte du projet, ben là, on doit choisir quel type de test qui est nécessaire pour s'ajuster en conséquence. C'est sûr qu'on va pouvoir avoir la discussion. OK, ben je parle toujours du contexte d'usage. Là, c'est ma vision UX. Là, mais le contexte d'usage, dans quel contexte d'usage les personnes vont utiliser l'application? Est-ce qu'ils sont chez elles? Est-ce qu'ils sont en entrepôt? Est-ce qu'ils sont assis au bureau? Sont debout? Ils ont un crayon, pas de crayon? C'est des subtilités, mais qui fait une très grosse différence, savoir vraiment comment qu'on développe et comment qu'on va la tester aussi. La plus grosse erreur que je vois, j'ai déjà vu dans le passé, c'était de prendre pour acquis qu'une personne va utiliser, par exemple, toujours un clavier. Puis là, on arrive, puis on réalise que justement, le logiciel de gestion de manutention, la personne n'a pas de clavier. Elle a un clavier fait sur l'écran. Mais du moment que le clavier apparaît sur l'écran, ça cache l'interface. Mais s'il n'y a pas ce dialogue-là, si on le sait pas, si le développeur n'est pas au courant parce que c'est pas été transmis, ben, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tester, puis qui malheureusement va arriver peut-être sur le tard, parce que même la partie prenante pourrait elle-même pas l'avoir réalisé, parce qu'elle va arriver chez elle va le tester l'application tout fonctionnel. Et si elle n'a pas testé dans le contexte d'usage du end-user qui, lui, a pas de clavier, mais c'est juste rendu en production qu'il va le voir. Quelle est la plus grosse erreur, c'est pour ça qu'il y a d'autres gates à voir avant. C'est là que c'est le... J'en ai pas parlé vraiment, c'est le plan de test à déterminer dès le départ du projet, en fait. C'est-à-dire, en fonction de tout ce qu'on sait et beaucoup d'autres choses, il faut déterminer le plan de test, déterminer qu'est-ce qui doit être testé pour éviter, justement, minimiser les chances que ce soit plutôt 10, 12 et 88 dans le niveau des détections des bugs. Le but, c'est de rajouter plus du côté de l'équipe de développement, à diminuer la charge au niveau de la mise en prod et au niveau du client lui-même en UAT. Très bon point. Puis tu parles beaucoup du contexte d'usage. Je trouve ça super intéressant comme concept que tu apportes, qui est des fois non connu ou non implémenté dans les projets, là. Ça l'amène quand même aussi un lot de bugs qui peut apparaître à travers le temps parce que le contexte d'usage change à travers le temps. Les outils sur lesquels on ouvre les logiciels, qu'on utilise les logiciels changent. Ça fera partie d'un autre épisode de podcast qu'on va parler quand on développe une idée technologique.
technologique comme ça ou un logiciel sur mesure, c'est quoi la maintenance qui est requise à travers tout ça? Et par le fait que le contexte d'usage change à travers le temps, ça l'amène la maintenance qui est requise et un coût pour supporter puis développer ou du moins maintenir à ce moment-là les systèmes qui ont été développés à travers le temps. Fait qu'on pourra en parler dans un autre podcast devant nous. Avant que je fasse un petit wrap-up de conclusion, est-ce qu'il y avait un autre point, Mathieu, que tu désirais rajouter sur le sujet? On aura la chance aussi de t'inviter sur d'autres podcasts plus précis également. Donc, je te laisse la parole avant la conclusion. Sinon, on va se revoir assurément dans d'autres podcasts. C'est bon. En fait, je veux au moins essayer de rassurer, si je me finis sur une note plus positive, dire qu'on parle que pour sûr, il y a des bugs qui vont arriver à la fin de la production, puis c'est facilement prouvé à travers toutes les entreprises. Ceci dit, par chance, il y a eu beaucoup d'outils qui ont été développés dans les 30 dernières années pour minimiser ce risque-là. Il y a les outils, entre autres, il y a des outils de suivi au niveau du code que même le développeur travaille, puis il y a déjà un outil qui vérifie son code et est déjà fonctionnel. Il n'y a pas que de risque de mistype à ce niveau-là. Il y a des outils à ce niveau-là. Mais il y a aussi la mentalité qui change pour que ce soit le développeur qui encore plus qui se met dans la mentalité de niveau des tests pour éviter que ce soit la fin de la chaîne qu'on doit se faire des tests et vérifier ce rendu en environnement de UAT. La mentalité change pour que la personne, s'il y a une personne dédiée de contrôle qualité, est déjà proche du développeur pour lui dire ta fonctionnalité, tu n'as rien de faire. Comment tu vas la tester? Est-ce que tu peux la tester même avant même qu'on ait une interface visuelle à voir? Est-ce que tu peux le tester? Donc, il y a déjà des types de tests, entre autres des unit tests, qui sont faits pour ça, pour que le développeur puisse mettre ça en place de son côté, pour que justement, à chaque déploiement, il y a quoi qui peut être automatisé. Il y a des tests automatiques qui peuvent être faits au niveau du code fonctionnel, mais non visuel. Puis tu peux même automatiser des choses au niveau du visuel. Fait que si on veut simuler je reviens à la création d'une commande, la création d'une commande, ça prend 5 minutes à faire parce qu'elle est toujours complexe. Puis à chaque fois qu'on fait une fonctionnalité, on doit tester la partie création de commande. Il y a une manière de pouvoir automatiser ce processus-là pour que ce soit standardisé, puis dire, automatiquement, je fais un déploiement en UAT, ça crée une commande, toutes les champs sont pré-remplis, puis on voit qu'il n'y a pas une nouvelle erreur qui s'est générée avec ce déploiement-là. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont à notre disponibilité pour justement trouver des bugs le plus tôt possible dans le processus et minimiser les risques quand on est rendu en production. Très intéressant, Mathieu. J'aime ta conclusion de ton côté. Je me fais un petit peu l'avocat du diable. Moi, je vais présenter le côté un peu plus négatif, puis je vais relouper sur ce que tu dis. J'aime mieux toujours la logique promiseless de Livermore, mais dans le fond, en conclusion, ce qu'on veut transmettre un peu comme message, c'est un logiciel sans bug, ça n'existe pas ou peu. Plus on se rapproche du sans bug, plus ça coûte cher et ça réduit la vélocité de développement. Donc, il y a une balance à décider entre l'équipe de développeurs et le client, à savoir où est-ce qu'on met le budget à ce moment-là, mais qu'il faut être conscient qu'il risque il va en avoir des bugs et c'est pas parce que le travail a mal été fait. Et toutes les parties ont une responsabilité dans les différentes étapes de test et le client a effectivement une responsabilité là-dedans. Puis même si l'équipe de développement fait bien toute la partie de test, et que le client fait ses tests qu'il a également à faire de son côté, il va rester des bugs à travers le temps à corriger. La bonne nouvelle, comme Mathieu dit, c'est plus le temps avance, plus qu'on a des bons outils, des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place pour limiter ce coût-là, limiter la possibilité de problème. Donc, de là, l'importance de mettre les bonnes pratiques dans vos projets, d'avoir les bons outils. Je pense, Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose sur ce que je viens de mentionner? Oui, c'est juste pour donner un peu certains chiffres. On dit que ça varie, ça évalue du collecte client et tout. Mais pour donner une idée au niveau des coûts, au niveau du contrôle qualité, il faut se mettre dans la position que ça peut aller de 10 à 50% environ. Là. Donc, c'est assez large la briquette pour ça. Mais c'est vraiment pour du risque, pour ce que tu expliquais là. Et quand on dit en pourcentage, c'est un pourcentage sur le temps de développement. Je dis par exemple, une fonctionnalité, on pense que ça va prendre 10 heures à développer. Si on veut, je dirais le minimum de contrôle qualité, ça va prendre 1 heure. Mais ça peut aller jusqu'à 5 heures si on veut justement racheter plusieurs phases de tests et de tests automatisés et tout. Donc, ça peut être comme ça. Très bon chiffre, très bonne statistique pour bien situer l'auditoire. Mathieu, un énorme plaisir, honnêtement, de prendre du temps avec toi. Merci pour ton temps, ta générosité là, de nous donner un petit peu qu'est-ce qui se passe sur les planchers de production avec les clients, la réalité également. Tu as beaucoup, je pense, d'expérience puis de cas réels que tu peux et de connaissances et de cas réels que tu peux nous transmettre. Fait que c'est un plaisir de te recevoir, Mathieu, et de discuter avec toi aujourd'hui. On aura certainement la chance d'aborder d'autres sujets ou même de creuser dans certains des sujets qu'on a parlé aujourd'hui. C'est un monde très, très, très large, le développement d'idées technologiques. Et je pense qu'on en a beaucoup qu'on peut partager avec notre auditoire. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez nous rejoindre sur LinkedIn, directement sur mon profil Jonathan Léveillé sur LinkedIn. Vous pouvez nous écrire directement sur notre page sur openmindt comme technologie.com. Et à bientôt pour un prochain épisode.
Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, on vous invite à le partager sur les médias sociaux et à vous abonner pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées de sujets et idées d'invités. Sur ce, à bientôt.